Demain, c'est la fin de la guerre. Et je suis là, assis dans ce champ, à attendre que enfin on me laisse rentrer chez moi, retrouver les miens. Durant ces 4 longues années, j'ai pu assister à l'évolution de l'aviation. Et je vais vous conter cette fabuleuse histoire. Lorsque la guerre débute, en août 1914, la capacité aérienne de la France et de ses alliés est très limitée. C'est essentiellement des dirigeables qui sont lents, fragiles et qui font des cibles faciles. Bien sûr, quelques avions ont été achetés avant la guerre, à des fins d'expérimentation dans les armées, mais on ne sait pas encore s'en servir au mieux. Après tout, l'aviation n'existe réellement que depuis 5 ans. À son entrée en guerre, l'armée française ne possède que 140 avions, dispersés sur l'ensemble du front. Pour la plupart, ce sont des modèles d'avions civils, bien connus du grand public qui les a vus, avant-guerre, dans les courses et dans les grands meetings aériens. C'est ainsi que l'armée possède des avions de type Blériot 11, dérivés du modèle dans lequel Louis Blériot réalisa la traversée de la Manche en juillet 1909. Et à cette époque, c'était la première fois au monde qu'un aviateur traversait une mer. Mais cet appareil, comme tous ceux de cette époque, était un avion de sport et de raid. À l'été 1914, l'armée demande surtout aux équipages de faire des vols de reconnaissance pour repérer les armées ennemies. En ce temps-là, il fallait beaucoup de courage pour voler car les avions étaient faits de toiles tendues, de bois et de câbles d'acier. Les moteurs avaient des pannes très fréquentes. Tout cela donnait une impression de grande fragilité pour des machines qui devaient aller au-dessus des troupes ennemies. Sans vraie cabine, sans protection, avec le risque permanent d'être touché par des tirs venant du sol. Le pilote et son observateur étaient habillés de tenues chaudes et très encombrantes. Les conditions de vol étaient très difficiles. Au début de la guerre, quand un avion allemand et un avion français se croisaient, les équipages se saluaient. On n'avait pas encore pensé que le combat aérien était possible. C'est à l'occasion de la bataille de la Marne que l'aviation est reconnue comme une arme indispensable. Le 3 septembre 1914, des avions français sont envoyés depuis Paris en reconnaissance vers le nord, là où devraient se trouver les armées allemandes, mais aussi vers l'est et la Marne. C'est au cours de ces reconnaissances que le biplan Farman des lieutenants Pro et Ugel signale que les armées allemandes passent en fait à l'est de Paris au lieu de l'ouest, comme le prévoyait initialement le plan allemand. Le général Gallieni, qui commande le camp retranché de Paris, ordonne aux armées françaises et anglaises d'attaquer les armées allemandes qui exposent ainsi leurs flancs. C'est le début de la bataille de la Marne, qui oblige les troupes allemandes à s'arrêter puis à reculer. Lors de cette bataille, l'aviation a joué un rôle très important et démontré son utilité pour repérer les mouvements de l'ennemi. Elle sera de plus en plus utilisée. Le front va se stabiliser, commence alors la période de la guerre des tranchées durant laquelle les deux armées vont se faire face. L'aviation voit son activité augmenter, elle devient véritablement les yeux de l'armée. De nouvelles spécialités, comme le réglage d'artillerie, permettent, par les observations des avions, une meilleure précision des tirs. La radio et les appareils photographiques adaptés à l'usage depuis un avion font leur apparition. On commence aussi à exécuter des missions de bombardement à l'arrière des lignes de front pour détruire les usines d'armement ou bloquer des transports par train ou par route. Les premières bombes sont larguées à la main. On équipe les avions de moyens de largage. En octobre 1914 a lieu un événement historique. Un équipage français composé du sergent Franz, pilote, et du caporal Queneau, mitrailleur, remporte la première victoire aérienne du monde contre un avion allemand. Désormais, on va aussi se battre dans le ciel. Et des avions spécialisés dans la chasse vont sortir des usines tant françaises qu'allemandes. En 1916 s'engage la terrible bataille de Verdun qui fera à elle seule 500 000 morts dans les deux camps. L'aviation allemande, très présente sur le front, empêche l'artillerie française de régler ses tirs et donc au commandement de connaître les positions des troupes au sol. Le commandement français appelle le commandant de Rose, formé à l'école de Pau avant la guerre. On lui donne pour mission de gagner la bataille du ciel sur Verdun. Par cet ordre au commandant de Rose, l'armée signifie que la maîtrise du ciel permet ensuite de gagner un combat à terre. En rassemblant à Verdun tous les pilotes français ayant déjà pratiqué le combat aérien, de Rose gagne la bataille aérienne et permet aux Français de résister efficacement. Et c'est la naissance de l'aviation de chasse, qui fera bientôt la une des journaux avec ses aviateurs les plus célèbres, fêtés comme des héros. C'est aussi la naissance de l'appellation d'As qui désigne tous les pilotes qui ont eu au moins 5 victoires. Maurice Boyau aux 35 victoires. Georges Madon, l'As aux 41 victoires. Enfin, les plus célèbres. Charles Ningesser d'abord, avec ses 43 victoires.
Son insigne personnel, à tête de mort, l'accompagnera pendant tous ses combats et au cours de son dernier raid après la guerre en 1927 avec François Colly au-dessus de l'Atlantique Nord. Georges Guynemer lasse aux 53 victoires, pilote entré dès son vivant dans la légende. Il disparaîtra à bord de son vieux Charles, au-dessus de Poelcapelle, le 11 septembre 1917. Il n'avait pas 23 ans. René Fonck, l'as des as, aux 75 victoires homologuées, 127 probables. Tireur exceptionnel, affecté tard en 1917 dans la chasse, à l'escadrille 103 des Cigognes, il devint le plus extraordinaire chasseur. Exploit unique de tous les temps, il ne reçut jamais qu'une seule balle dans son avion, alors que 2 fois, le 9 mai et le 26 septembre 1918, il abat le même jour 6 avions ennemis, et 4 en 20 minutes le 6 octobre. À l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés en 1917, la France, qui a développé une grande industrie aéronautique, est capable de fournir les troupes américaines et ses alliés. Dans les usines, beaucoup de femmes remplacent les hommes qui sont au front, et même des enfants participent à la production. C'est ainsi que les escadrilles américaines, à l'image de l'escadrille Lafayette, vont être équipées du chasseur français le plus puissant de l'époque, le SPAD 13. L'époque des combats solitaires est terminée, et c'est maintenant avec des escadrilles que la bataille est menée. Lors des dernières offensives allemandes de 1918 et des contre-attaques alliées, l'aviation a pris dans le conflit un rôle si important que l'armée française a créé une division aérienne qui va réunir plus de 600 avions de chasse, de reconnaissance, de bombardement, capables d'agir de façon coordonnée. Commandée par le général Duval, elle est capable d'intervenir massivement sur un secteur du front pour stopper une percée allemande ou accompagner une offensive alliée. Son rôle dans la victoire finale va être déterminant. L'aviation, devenue indispensable, a donné naissance à une nouvelle industrie. Aujourd'hui, à la veille de l'armistice, le 11 novembre 1918, la France a déjà produit 68 000 avions et 93 000 moteurs. Elle est la première puissance aéronautique du monde. Si notre aéronautique occupe encore une place de premier choix au niveau mondial, c'est une conséquence de cet effort exceptionnel, tant technique que militaire, et que nous devons au courage et à la ténacité de nos ancêtres de 14-18.